nous allons voir les urgences hypertensives de l'adulte, leur diagnostic étiologique et leur prise en charge immédiate. Vous avez ici les objectifs pédagogiques qui vont être abordés dans ce diaporama pour l'item 224, hypertension artérielle de l'adulte. Alors on va voir dans un premier temps la physiopathologie de l'hypertension artérielle. On verra ensuite les causes d'hypertension artérielle secondaire, la physiopathologie d'une entité particulière qui est l'HTA maligne et la prise en charge ensuite de l'urgence hypertensive. Alors, le contrôle de la pression artérielle il repose sur trois composantes majeures: la vasoconstriction artérielle, la viscosité sanguine et la volémie. Les deux grands systèmes qui contrôlent ces trois composantes, c'est le système nerveux sympathique que vous avez en vert, sous l'influence de signaux cérébraux. Le système nerveux sympathique va être responsable de la sécrétion de catécholamines endogènes par les terminaisons nerveuses périphériques et la médullo-surrénale. Et ces catécholamines endogènes sont responsables d'une vasoconstriction artérielle par interaction avec les récepteurs alpha de la paroi artérielle. Le deuxième grand système, c'est le système rénine-angiotensin-aldostérone. Sous l'influence d'une hypovolémie, le rein, et plus particulièrement l'appareil juxtaglomérulaire rénal, sécrète de la rénine. Celle-ci est responsable d'une conversion de l'angiotensinogène en angiotensine 1, qui est elle-même convertie en angiotensine 2 au niveau pulmonaire par l'enzyme de conversion de l'angiotensine. L'angiotensine 2 en elle-même, c'est un puissant vasoconstricteur artériel, mais c'est également un régulateur de la volémie. Elle entraîne la sécrétion d'aldostérone par la cortico-surrénale qui est responsable d'une réabsorption du sodium par le tube contourné proximal et donc d'une augmentation de la volémie. Et enfin, dans certaines pathologies, la viscosité sanguine peut jouer un rôle comme la polyglobulie. Dans 90% des cas, l'hypertension artérielle, elle est essentielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause sous-jacente individualisable. On pense que c'est essentiellement des facteurs génétiques, des polymorphismes de certains récepteurs ou de certains ligands sur ces systèmes-là qui sont responsables de l'hypertension artérielle, associés à des facteurs environnementaux comme la consommation de sel ou l'alcool. Alors, l'hypertension artérielle secondaire, déjà dans un premier temps, il faut devant tout malade présentant une hypertension artérielle aiguë évoquer des pathologies circonstancielles qui sont associées à l'hypertension artérielle, mais pas directement responsables d'une hypertension artérielle, mais qui nécessitent une prise en charge urgente. Il y a 4 pathologies à rechercher dans cette situation-là. La dissection aortique, avec comme signe clinique une douleur thoracique migratrice, une asymétrie tensionnelle et une anisophtigmie, c'est-à-dire une asymétrie de l'amplitude des pulsations artérielles, qui sera confirmée ou infirmée par un angioscanner thoracique et une échographie cardiaque. L'infarctus du myocarde, suspecté devant une douleur thoracique constrictive, peut s'accompagner d'une hypertension artérielle et sera recherché par un électrocardiogramme. Une éclampsie ou une prééclampsie sera recherchée s'il y a un contexte obstétrical à l'interrogatoire et recherchée par une bandelette urinaire à la recherche d'une protéinurie. Diagnostic à évoquer absolument si jamais on a une femme enceinte. Et enfin, un processus intracrânien responsable d'hypertension intracrânienne peut être responsable d'une hypertension artérielle, avec en général comme point d'appel un signe neurologique focal et sera confirmé ou infirmé par un scanner cérébral. Donc ça doit être un réflexe parce que, encore une fois, ce sont des pathologies qui nécessitent une prise en charge urgente et qui s'accompagnent d'hypertension artérielle. Après, les causes d'hypertension artérielle secondaire, elles sont sur les systèmes qu'on a vus tout à l'heure dans la physiopathologie du contrôle de la pression artérielle,
On peut avoir un hyperaldostéronisme qui peut être primaire du fait d'un adénome de cône ou secondaire du fait d'une sténose unilatérale ou bilatérale d'une artère rénale. Les signes d'appel, c'est une hypertension artérielle sévère et résistante au traitement, et une hypokaliémie. Donc le bilan minimal pour rechercher ça, c'est un ionogramme sanguin et qui sera complété en cas de suspicion importante d'un scanner des surrénales, d'un Doppler des artères rénales et d'un dosage de la rénine et de l'aldostérone plasmatique. Le phéochromocytome, qui est une tumeur sécrétrice de catécholamine endogène, sera suspecté chez des patients qui présentent ce qu'on appelle la triade de Ménard, c'est-à-dire des épisodes brutaux de céphalée, palpitations, sueur profuse. Le diagnostic sera confirmé par un scanner des surrénales et un dosage des méthanéphrines et norméthanéphrines urinaires des 24 heures. Certains toxiques, comme la cocaïne ou les amphétamines, peuvent entraîner aussi une hypertension artérielle sévère. Il y a en général un contexte particulier et une agitation, une confusion, une mydriase, des sueurs, des signes d'accompagnement. Le diagnostic sera confirmé par des dosages urinaires. L'insuffisance rénale aiguë s'accompagne également d'une hypertension artérielle. Elle sera suspectée devant une oligurie ou une anurie, des œdèmes, une protéinurie à la bandelette urinaire et recherchée par un ionogramme sanguin. Enfin, les microangiopathies thrombotiques qui doivent être suspectées devant des urines porto qui traduisent une hémolyse, une thrombopénie, une anémie, et évidemment un contexte de grossesse, comme on a vu tout à l'heure, qui nécessite une prise en charge urgente. Bilan minimal, ce sera une numération en formule sanguine, des bêta-HCG si le contexte y prête, et sera complété par un bilan biologique d'hémolyse, LDH, bilirubinémie libre, aptoglobine et schizocytes, traduisant une hémolyse mécanique. La polyglobulie, elle est assez simple à détecter avec une numération formule sanguine, et chez le sujet jeune, on peut évoquer également une coarctation de l'aorte comme cause d'hypertension artérielle secondaire, qui est suspectée devant une asymétrie de pouls et de pression artérielle entre les membres inférieurs et les membres supérieurs, et confirmée ou infirmée par un angioscanner thoracique. Ça, c'est pour les causes d'HTA secondaire. Maintenant, il y a une entité importante qui est l'hypertension artérielle maligne. L'hypertension artérielle maligne, c'est un emballement du système. C'est un cercle vicieux avec une natriurèse de pression responsable d'une déshydratation qui entraîne une activation majeure du système rénine-angiotensine qui aggrave l'hypertension artérielle et aggrave la natriurèse de pression. Vous voyez qu'on rentre très rapidement dans un cercle vicieux. C'est la plupart du temps des tableaux qui sont très bruyants, qui surviennent chez des sujets plutôt jeunes, volontiers masculins, qui ont une hypertension artérielle souvent modérée, mais qui a été négligée par le patient. C'est un tableau très bruyant qui peut associer une encéphalopathie hypertensive avec des céphalées, une confusion, un coma, éventuellement des convulsions, en sachant que, par contre, les acouphènes, épistaxis et phosphènes ne sont pas des signes de gravité qui rentrent dans ce tableau-là. On peut avoir également une rétinopathie hypertensive, avec un œdème papillaire, des hémorragies et des exsudats rétiniens. Alors le fond d'œil est classiquement à rechercher, mais ne doit pas retarder la prise en charge du malade, puisque en général on a des difficultés à l'obtenir en urgence. Une cardiopathie hypertensive aiguë, responsable d'un œdème aigu du poumon et d'une détresse respiratoire. Et puis, on a une pathologie, une atteinte vasculaire avec une microangiopathie thrombotique du fait de la vasoconstriction artérielle, avec une hémolyse mécanique, la présence de schizocytes, des ischémies d'organes multiples, et une CIVD, une coagulation intravasculaire disséminée. Et enfin, le rein est également touché, avec une néphropathie hypertensive responsable d'une insuffisance rénale aiguë, d'une hématurie, d'une protéinurie. C'est un tableau très bruyant qui est défini par la survenue d'une hypertension artérielle de haut niveau avec une pression artérielle diastolique supérieure à 130 mm de mercure de façon aiguë associée à un retentissement viscéral
là encore aiguë. Alors, vous voyez bien que la néphropathie hypertensive et la microangiopathie thrombotique, elles peuvent être à la fois la cause de l'hypertension artérielle ou la conséquence de l'hypertension artérielle. Il ne sera pas toujours facile, justement, de faire la part des choses. C'est vraiment le contexte et l'évolution sous traitement qui va permettre de, justement, définir si ces pathologies sont responsables de l'hypertension artérielle ou une conséquence de l'hypertension artérielle. Alors maintenant, la prise en charge de l'urgence hypertensive. Dans un premier temps, il faut rechercher un retentissement viscéral. Soit il n'y a pas de retentissement viscéral, on a uniquement une hypertension artérielle aiguë, on parle de crise aiguë hypertensive qui ne nécessite pas d'hospitalisation a priori, mais une réadaptation du traitement du patient à domicile. Si on a un retentissement viscéral, il faut dans un premier temps éliminer une pathologie circonstancielle nécessitant une prise en charge spécifique urgente, et on a vu les 4 pathologies qu'il faut évoquer. Si on n'a pas de pathologie circonstancielle, on est devant un diagnostic d'urgence hypertensive et éventuellement un tableau d'HTA maligne si on a une atteinte multiviscérale à un niveau très élevé de pression artérielle. Le traitement il sera essentiellement symptomatique. Les principes du traitement, c'est d'obtenir une baisse rapide et contrôlée de 20 à 30% de la pression artérielle. Si on baisse la pression artérielle de façon trop importante, on risque d'aggraver les lésions ischémiques d'organes et notamment l'atteinte cérébrale. Donc ça repose vraiment sur l'utilisation de médicaments de courte durée d'action et dans des formes d'injection veineuse à la seringue électrique en continu. Ça se fera dans une unité de soins intensifs, éventuellement même une réanimation, avec un monitorage de l'électrocardiogramme, bien sûr de la pression artérielle et de la saturation artérielle en oxygène. Avec une voie veineuse, éventuellement une pression invasive pour vraiment monitorer en temps réel la pression artérielle. Le traitement, il repose sur 3 classes médicamenteuses qui sont tous des vasodilatateurs artériels et qui n'ont pas de contre-indication dans cette situation. Les inhibiteurs calciques, je vous ai donné l'exemple de la nicardipine, le Loxène, et je vous ai donné de façon indicative les doses de ces traitements. La deuxième classe, c'est les dérivés nitriques, qui sont très efficaces dans cette indication, avec l'isosorbide dinitrate qui est le Risordan. Et enfin, on a un autre médicament qui est une combinaison d'un adrénolytique et d'un alpha-bloquant, qui est l'urapidil, le Présil, qui peut également être utilisé. On va la plupart du temps associer un remplissage modéré, puisqu'on a vu que dans la physiopathologie de l'hypertension artérielle décompensée maligne, il y a une hypovolémie qui est présente. Alors c'est un remplissage modéré et qui est monitoré sur des indices de remplissage. Et puis on aura un traitement symptomatique des défaillances d'organes, ventilation mécanique en cas de détresse respiratoire, dialyse en cas d'urgence métabolique, etc. La surveillance de l'efficacité du traitement, c'est bien sûr la pression artérielle qui doit baisser rapidement, les défaillances d'organes et notamment l'état neurologique du patient qui doit s'améliorer rapidement. Et biologiquement, les stigmates d'hémolyse sont un bon signe de contrôle de l'urgence hypertensive. Voilà, donc les messages à retenir, c'est que l'orientation étiologique et le traitement spécifique d'une hypertension artérielle secondaire ne sont pas urgents, en dehors des pathologies associées à la grossesse. Encore une fois, le traitement il sera essentiellement symptomatique. En cas de poussée hypertensive, il n'y a pas de nécessité d'hospitaliser le malade, mais on optera pour une adaptation du traitement oral en externe. Et en cas d'urgence hypertensive, qui est définie par une hypertension artérielle aiguë associée à un retentissement viscéral aigu, le traitement repose sur un traitement vasodilatateur en intraveineux avec une surveillance scopée. Voilà, je vous remercie de votre